Ministre, mes chers collègues, 3,5 millions de foyers ont perçu aujourd'hui même la prime d'activité, soit 700 000 de plus depuis l'annonce de son augmentation par le Président de la République au mois de décembre dernier. C'est un véritable progrès. Et je tiens d'ailleurs à saluer le professionnalisme des caisses d'allocation familiale mobilisées en première ligne afin que les mesures que nous avons adoptées à la fin de l'année 2019 soient effectives en quelques semaines, voire en quelques jours. C'est un véritable progrès qui cache cependant une réalité trop souvent sous-estimée, voire méconnue, le non-recours aux droits sociaux. Car en effet, seuls 3,5 millions de foyers ont perçu aujourd'hui la prime d'activité sur les 5 millions éligibles. Autrement dit, près du tiers des foyers qui devraient bénéficier de cette prime d'activité ne la perçoivent pas parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils sont tellement loin, parce qu'ils ont décidé que ce n'était même plus pour eux. L'accès aux droits sociaux revêt à mes yeux un enjeu fondamental, car il pose tout d'abord la question de l'effectivité des mesures que nous adoptons. Et il est de notre responsabilité institutionnelle et politique d'y veiller. Mais aussi car le non-accès aux droits constitue un facteur d'aggravation de la vulnérabilité, contribue à cantonner une partie de nos concitoyens les plus humbles en marge de la société. Les raisons qui expliquent ce non-recours aux droits sont connues de longue date. La première est la complexité de système des prestations sociales. Complexité par rapport aux prestations elles-mêmes, les revenus et les situations prises en compte varient d'une prestation à une autre. Les formulaires de demande sont parfois incompréhensibles et je ne rentrerai pas dans le détail des formules de calcul si sophistiquées qu'il est parfois difficile, y compris pour nous, d'en comprendre le fonctionnement. Complexité aussi dans l'organisation des différents réseaux en silos, avec un enjeu fort de gouvernance. Si l'on fait la liste des intervenants susceptibles d'instruire ou de verser les prestations sociales dont nous parlons, il y a, sans être exhaustive, les caisses d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie, l'assurance vieillesse, les conseils départementaux, les associations, les centres communaux d'action sociale, les pôles emploi, etc. La deuxième raison du non-recours, c'est la méconnaissance pure et simple des droits. Comment accéder à un droit lorsqu'on n'en connaît même pas l'existence? La troisième, c'est l'éloignement des services publics et les inégalités d'accès liées à la dématérialisation. Il suffit de lire les derniers rapports du Défenseur des droits pour s'en convaincre. En ce sens, nous devons veiller à toujours préserver plusieurs modalités d'accès aux services publics. Et je rejoins ma collègue Amélie de Montchalin lorsqu'elle parle du point d'entrée. Surtout, il est temps de porter une stratégie d'inclusion et d'accompagnement numérique à destination des publics les plus fragiles. La quatrième raison, enfin, c'est un renoncement volontaire par honte sociale ou par peur d'être stigmatisé. En la matière, je crois qu'il est de notre responsabilité, mes chers collègues, si ce n'est de tordre le cou aux idées reçues qui peuvent diviser les Français, d'éviter à minima d'entretenir à des fins électoralistes ces idées reçues. Ma collègue Amélie de Montchalin rappellera les engagements du Président de la République pour lutter contre le non-recours. Je n'y reviendrai donc pas en détail, je lui laisse ses constats et ses interrogations. Le principal chantier qui va nous animer au cours des prochains mois, c'est la réforme du revenu universel d'activité. Son objectif est de rénover en profondeur le système des prestations monétaires versées aux ménages modestes à travers la création d'un versement social unique et automatique, fusionnant le plus grand nombre possible de ces prestations, du RSA à l'APL. Les deux objectifs sont clairement énoncés: simplicité, transparence, tant pour les bénéficiaires que pour l'ensemble de nos concitoyens qui contribuent au financement de la protection sociale. Vous lancerez, Madame la Ministre, dans les prochains mois, une concertation institutionnelle et citoyenne, nommée par un rapporteur général, Fabrice Lenglart. Soyez assurés que la Commission des affaires sociales, que je préside, et plus généralement toute notre Assemblée, seront à vos côtés et prendront toute leur part. Ainsi, par le biais des différents chantiers que nous allons mener à bien, l'accès aux droits sociaux va, je l'espère, devenir une réalité pour tous. Il ne saurait occulter cependant la problématique de la domiciliation des sans-abri. Le droit à domiciliation est consacré depuis 2016, mais force est de constater que son effectivité
varie d'un territoire à l'autre. Or, avoir une adresse est la porte d'entrée à tous les droits. L'accès aux droits sociaux ne saurait occulter aussi les enjeux de l'accompagnement social par un référent de parcours unique, chargé de coordonner toutes les catégories de travailleurs sociaux. Mes chers collègues, notre gouvernement œuvre concrètement pour diminuer le non-recours. Cette ambition qui nous anime toutes et tous, je l'espère par-delà les clivages partisans, constitue un devoir de solidarité, mais aussi une exigence au regard de la cohérence de notre pacte républicain, voire une forme d'investissement social. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Fabrice Brun pour Les Républicains. Madame la ministre, mes chers collègues, l'un des sujets qui a mis le feu aux poudres dans notre pays, c'est la hausse sans précédent de la fiscalité sur les carburants.